Alors ça, c'est une idée. Avoir une société qui fonctionne bien avec des gens qui travaillent, on peut être très autoritaire. On peut dire, voilà, on va décider ce que vont faire les gens, mais c'est pas vraiment l'idéologie de nos pays depuis l'époque moderne. On peut avoir une approche traditionnelle, en disant les enfants vont faire le travail de leurs parents, ou de leur milieu d'origine, et ça c'est le système de caste. Ça n'existe pas en France. Ça n'existe pas. Sous une forme aussi explicite, ça n'existe pas. Cela dit, il y a quelques décennies, les gens souvent ils reprenaient le boulot de leurs parents, quoi. Hein. Si on était paysans, bah, on reprenait, ou alors si on était charron, bah, on reprenait l'atelier de son père, etc. Seulement évidemment, quand le travail se complexifie, s'industrialise, au début de l'industrialisation, donc fin du 19e siècle, ben on se dit qu'il faudrait mettre de l'ordre là-dedans, il faudrait organiser les choses, il faudrait rationaliser. C'est-à-dire qu'il faudrait effectivement qu'on pense quel est le meilleur travail qui convient à telle ou telle personne. On peut appeler ça l'organisation scientifique du travail, on peut appeler ça de plein de façons différentes. Donc le problème s'est posé aussi bien aux États-Unis que dans tous les pays européens. Donc on peut situer au début du XXe siècle et à la fin du XIXe siècle une réflexion sur comment organiser le lien entre le monde du travail et les individus. Alors ce qui s'est passé à l'époque, c'est que on s'est intéressé aux gens qui quittaient l'école à 11 ans, 12 ans, 13 ans, puisque c'est le moment où il fallait bien qu'ils... Donc c'est pour ça qu'au début on a parlé d'orientation professionnelle. Faire passer les gens de la sortie de l'école obligatoire, qui était beaucoup plus tôt que maintenant, au monde du travail. Et pour ça, il y avait à cette époque-là, disons, à peu près au niveau des années 20, des courants de pensée, notamment en psychologie, qui disaient si on veut faire ça de façon scientifique et non pas de façon idéologique, il faudrait être capable d'apporter une certitude sur cet appariement entre les individus et les professions. Et ce qu'on pensait à l'époque, c'est que finalement ce qu'il fallait, c'était être capable d'identifier des aptitudes nécessaires pour tel ou tel type de métier et mettre ça en lien avec les aptitudes qu'on pourrait être capable de discerner chez les individus. C'est les débuts de la psychologie, et la psychologie, elle a commencé par ça. On observe des différences entre les gens, entre autres au niveau des aptitudes. Donc voilà une application à une demande sociale, mettons de l'ordre dans notre société, de façon scientifique et pas de façon idéologique. Donc ça en est venu à l'époque à ce constat, finalement, si on place les gens rationnellement, ils vont être efficaces dans leur boulot, donc ils vont produire plus, donc ça va créer de la richesse, donc ça va créer du bien-être, et puis d'autre part, les gens auront l'impression d'être reconnus à leur juste valeur, puisqu'on leur proposera de travailler là où ils sont le plus efficients. Donc une satisfaction personnelle aussi. Donc à la limite, le summum de cet effort eût été d'avoir une société parfaite, où les gens étaient heureux, produisaient plus, donc s'enrichissaient, et puis ça croissait comme ça. Voilà, c'est ce qu'on a appelé le projet socialiste utopique si vous avez vu ça en histoire, de gens comme Fourier, les socialistes utopiques, quoi. Hein. Cette idée, mesurons des aptitudes pour dire aux gens, voilà pour quel métier vous êtes fait, ça n'a en réalité jamais existé, parce qu'il aurait fallu non seulement tester tous les individus susceptibles de s'insérer, mais également faire une description de toutes les aptitudes nécessaires pour tous les métiers, qui était un travail énorme, qui n'a, contrairement à ce qu'on pensait actuellement, qui n'a jamais été fait. Et il y a bien eu des tentatives, mais enfin c'était tellement... Puis, mettez-vous d'accord, quelles sont les aptitudes nécessaires pour être journaliste.
Je ne suis pas sûr que le directeur du Monde et le directeur du Parisien libéré soient d'accord. Donc, vous voyez. Donc, ça n'a jamais été fait, mais curieusement, c'est devenu la représentation sociale la plus solide de ce qu'est l'orientation. C'est-à-dire que tout le monde pense que l'orientation, c'est être capable de repérer des caractéristiques chez un individu et de les mettre en lien, en adéquation, en appariement avec les aptitudes des différents métiers. Et finalement, orienter, c'est trouver de quel métier on ressemble le plus. Alors les aptitudes, on a fini par laisser tomber parce que il y a cette difficulté effectivement de recenser les aptitudes nécessaires, le fait qu'une aptitude elle peut être déclinée dans plein de métiers différents, le fait qu'on ne peut pas être d'accord sur les aptitudes nécessaires pour tel ou tel type de métier, etc. Et puis d'autre part, avec la complexité du travail, on a maintenant des aptitudes très générales qui sont plutôt recherchées, tellement générales qu'on ne cherche plus, par exemple, une dextérité manuelle qui pourrait être intéressante chez les opératrices de téléphone, par exemple, il s'agissait de brancher des fiches matin et tout, ou chez les gens qui qui perforaient des cartes pour les ordinateurs, les perfo-vérifs. Mais maintenant, ces gens-là, ils vont travailler sur des terminaux. Aussi bien les gens des postes que les gens de l'informatique qui font de la CCI, etc. Donc, on cherche plutôt des aptitudes très générales de raisonnement. Donc, cet appariement n'est plus tellement possible. D'autre part, le travail, il s'est aussi un petit peu, dans les années 20-30, avec Taylor, un petit peu standardisé. C'est-à-dire qu'un individu, on ne cherche pas une aptitude particulière, en fait, en une semaine, vous l'adaptez à son poste de travail. Quand il s'agit de faire des gestes élémentaires de montage à la chaîne, par exemple, pas la peine d'avoir des aptitudes. Par contre, il vaut mieux que vous entendiez avec vos camarades de chaîne. Si vous avez vu Charlot les temps modernes, quand il prend un peu de retard, ça bouscule tout le monde, et bon. Donc ça veut dire que l'organisation du travail, entre deux guerres, et surtout aux États-Unis, a surtout consisté à voir comment on peut faire pour que les gens s'accordent entre eux pour travailler. Et donc on a cherché plutôt à faire des appariements, des relations entre des caractéristiques, non pas tellement en termes d'aptitude, mais en termes de tempérament, appelons ça, ou d'intérêt, ou de valeur, ou de personnalité. Il fait qu'on pourrait créer comme ça des groupes de travail, des gens qui sont plutôt intéressés par le travail manuel, des gens qui sont plutôt intéressés par le travail où on s'intéresse aux autres, des gens qui... Bon, et vous avez comme ça des typologies. Vous voyez que là, c'est plus l'aptitude qui est importante, c'est autre chose. Et là, il faut que je sois en accord avec les gens avec qui je vais travailler. Et à ce moment-là, je serai heureux. Mais ça reste, la pensée reste la même. On peut mesurer ces caractéristiques-là toujours avec des tests. Et dire, on pourrait faire un descriptif de toutes les caractéristiques nécessaires pour chacun des métiers. Et orienter quelqu'un, ça sera mesurer quels sont ses traits personnels et à quel professionnel il ressemble. Donc on est dans la même représentation sociale, si ce n'est qu'elle est très prégnante actuellement, puisque la majorité des offres que vous trouvez sur Internet ou dans les journaux, c'est découvrez pour quel métier vous êtes fait. Cela dit, ce qu'on dit de plus en plus depuis une vingtaine d'années, c'est qu'il y a un problème, c'est que ça marche à condition que les gens ne bougent pas trop au cours de leur vie et que les métiers n'évoluent pas trop. Sinon, qu'est-ce que ça a comme sens de trouver pour quel métier on est fait si le métier en question n'existe plus 10 ans après, si la personne a changé, s'il y a de nouveaux métiers qui se sont créés entre-temps, alors comment on les aura pourvus? Or, visiblement, le problème se pose. Les métiers évoluent quand même de plus en plus vite. Et puis on s'est rendu compte que les gens, ils évoluent beaucoup aussi. Donc, on parle maintenant plus souvent d'orientation tout au long de la vie, avec l'idée que les gens vont changer. Alors que ce soit au cours de leur scolarité, ou avec la formation continue, on peut changer, se reformer, retourner à l'école, etc. Ou que ce soit au cours de sa vie professionnelle. Vous êtes licencié, vous perdez votre emploi, il faut en retrouver un autre, ça ne va pas être forcément le même. Bon. Donc on parle d'orientation tout au long de la vie. Et si on veut faire de l'orientation tout au long de la vie avec des gens qui donnent des conseils, ça veut dire qu'il faut multiplier le nombre de conseillers pour être capable de rencontrer des gens à plein de périodes différentes.
on peut dire qu'au niveau des services qui sont offerts en France, il y a quand même une certaine multiplication, puisque la première période dont je vous parle, l'orientation professionnelle, vous aviez un petit nombre de gens qu'on appelait des orienteurs, ou des conseillers professionnels, ou des conseillers d'orientation tout court. Ça, c'est à peu près jusque dans les années 70. Ensuite, dans les années 80, avec les premières crises, notamment de l'emploi, on a créé des conseillers à l'emploi, on a créé Pôle emploi, enfin pas Pôle emploi, l'NPE à l'époque. On a créé des conseillers qui ont travaillé dans le domaine de la formation continue, avec l'AFPA. On a créé des missions locales dans les années 90, qui accueillaient les jeunes qui avaient quitté l'école mais qui n'étaient pas encore dans le monde du travail. On a créé comme ça plein de structures qui se sont réparties le marché des gens qui étaient, on peut dire, en transition, soit entre l'école et l'université, entre l'école et l'école, entre l'université et l'emploi, entre l'école et l'emploi, entre l'emploi et l'emploi. Bon. Donc il y a eu cette multiplication qui fait que certains dépendent de l'éducation nationale, les conseillers d'orientation psychologue. Donc on peut dire que la mission principale au conseiller d'orientation psychologue, c'est de s'occuper des jeunes qui sont d'âge scolaire, mais pas d'âge seulement d'obligation scolaire, c'est-à-dire entre la 6e, puisque plutôt il y a des psychologues scolaires, et puis il n'y a pas tellement question de trouver un emploi avant 11 ans quand même, heureusement. Donc les conseillers d'orientation qui vont de la 6e jusqu'à l'université. Vous avez des gens qui travaillent encore dans les missions locales, qui ne dépendent pas de l'éducation nationale, ils dépendent de la jeunesse et des sports. Ils s'occupent des jeunes qui ont quitté le système scolaire. Et puis bon, vous avez tous les autres. Donc ça fait du monde, éparpillé sur des ministères différents.